Regarde bien ce jardin. Pendant 4 ans, personne n'a compris ce qu'il cachait. Et toi, tu vois le problème? Non? Bah c'est normal. En fait, tout le monde pensait qu'elle était partie, qu'elle avait tout quitté. Elle avait même envoyé un message pour l'expliquer. Un message propre, clair, convaincant. Le genre de message qui met fin à une histoire. Sauf que dans ce cas, pas vraiment. Parce qu'il y a un truc qui cloche. Un seul détail. Et quand tu le vois, tout s'effondre. Alors, évidemment, tu te demandes sûrement de qui je parle. Je parle de cette femme qui n'est jamais partie. Et qui est là, sous cette pelouse, depuis le début. À Fort Walton Beach, en Floride, le sable est blanc. L'eau est émeraude et le ciel sans nuages pratiquement toute l'année. C'est l'une de ces villes de la côte du Golfe où les conditions de vie sont particulièrement agréables. C'est l'endroit que Mary Carlson choisit quand elle décide de repartir à zéro en 2009, à l'âge de 35 ans. Étrangement, personne repart de zéro à Roubaix. Née aux Philippines, elle est la fille de la Suédoise Nina Ekesson et de l'Américain Charles Bridges. Un homme qu'elle ne connaît pas vraiment. Durant son enfance, la famille de son père l'a finalement prise sous son aile et emmenée aux États-Unis. Elle n'a appris que plus tard qui était vraiment Charles. Mais elle a bien grandi dans la maison de la famille Bridges, située à Fort Walton Beach, notamment en compagnie de sa belle-mère Florencia et de ses 6 demi-frères et sœurs. Parmi eux, il y a Esta. Marie et Esta ne sont pas sœurs de sang, mais dans les faits, c'est tout comme. Confidentes et très complices, elles sont inséparables. Depuis son plus jeune âge, Marie veut faire partie de ces personnes qui œuvrent à faire pencher la balance de la justice dans le bon sens. Donc après le lycée, elle décroche une licence en justice criminelle. Elle part dans le Colorado, travaille comme adjointe du shérif, agente d'incarcération et a clairement en tête d'intégrer le FBI un jour. Elle connaît les rouages du système, sait lire les gens et reconnaît un manipulateur quand elle en voit un. Sauf que Marie est aussi en proie à une forme spécifique de lutte intérieure. Et oui, elle a été diagnostiquée bipolaire. Un trouble souvent mal compris d'ailleurs. On imagine quelqu'un d'instable, d'imprévisible ou encore de difficile à vivre, mais la réalité est bien plus complexe que ça. Un trouble bipolaire est une maladie psychiatrique chronique qui affecte la régulation de l'humeur. Et ici, je parle pas de sautes d'humeur ordinaires qu'on a tous, comme la tristesse qu'on peut ressentir après une mauvaise journée ou l'excitation qui nous anime avant un voyage. Non, ce sont des épisodes distincts et intenses qui peuvent durer des semaines, voire des mois. D'un côté, il y a les phases dépressives, caractérisées par une fatigue profonde, une incapacité à ressentir du plaisir et une pensée ralentie. De l'autre, les phases maniaques ou hypomaniaques, durant lesquelles la personne a une énergie décuplée, un sentiment d'invincibilité et peut prendre des décisions impulsives. Et enfin, entre les deux, il y a des périodes de stabilité, celles qui permettent un fonctionnement normal. Ce qui rend ce trouble particulièrement compliqué à appréhender, c'est son caractère cyclique. On ne sait jamais exactement quand le prochain épisode va arriver, ni combien de temps il va durer. Bien sûr, ce manque de contrôle peut fracturer une vie professionnelle comme relationnelle. C'est précisément ce qui explique certains aspects de l'existence de Marie. Elle déménage souvent, peine à garder un emploi et ne parvient jamais à vraiment se poser. Mais son trouble ne définit en rien qui elle est. Une chose que Jeff Carlson a bien comprise. Après leur rencontre, il tombe fou amoureux de Marie, la demande en fiançailles et l'épouse. Ils ont même un enfant ensemble en 2003. Seulement, leur union dure quelques années, avant de se solder par un divorce. Cela dit, Jeff et Marie gardent de très bonnes relations. Après leur séparation, leur fille Paris reste dans le Kentucky avec son père. Mais sa mère téléphone régulièrement et lui rend visite aussi souvent qu'elle le peut. Marie sait qu'elle a pris la meilleure décision pour son enfant en la laissant chez Jeff, parce que lui peut lui offrir un cadre de vie optimal, une stabilité. Simplement, cette cassure la renvoie à sa vie en solitaire. Elle ressent à nouveau ce vide qu'elle n'arrive pas à nommer, encore moins à combler. Alors elle bourlingue et reprend ses vieilles habitudes, toujours à la recherche de quelque chose de stable. Finalement, elle décide de revenir à Fort Walton Beach, la ville où elle a grandi. En 2009, son père n'est déjà plus de ce monde, mais sa belle-mère et ses demi-sœurs y vivent encore. Elle se dit que c'est peut-être là, dans ce bel endroit qu'elle connaît si bien, qu'elle va enfin trouver ce qui lui manque cruellement. Sauf que le bonheur, c'est pas trop la spécialité de la chaîne. Peu après ce retour aux sources, Marie décroche un emploi dans un café un peu spécial, étant donné qu'il se trouve à l'intérieur d'une église. La Calvary Chapel Emerald Coast n'a pas grand-chose d'une cathédrale. C'est une salle située dans une zone commerçante. Dans cette église, on va aux offices en tenue décontractée. L'ambiance est informelle, et chaque sermon est filmé avant d'être mis en ligne sur YouTube. Toujours dans les bons coups, YouTube. Mais ce sont des particularités appréciées,
qui permettent à la petite paroisse d'attirer de plus en plus de monde. Au cœur de tout ça, il y a James Flanders, un quadragénaire chauve à lunettes qui ne paie pas de mine au premier abord. À force, je vais commencer à me méfier des chauves. Bon, ce qui fait qu'il est tant plébiscité par les membres de sa congrégation, c'est son charisme. C'est simple. Dès qu'il ouvre la bouche, les gens se taisent pour l'écouter. Il prêche sans notes et n'a pas besoin de pupitre pour donner l'impression qu'il vous parle directement, à vous. Il a construit cette église en partant de rien et l'a fait évoluer avec le soutien de sa femme, Tania. Elle dirige le ministère des femmes de l'église avec la même efficacité discrète. Ensemble, James et Tania incarnent le couple pastoral par excellence. Ils sont généreux, toujours disponibles et très accueillants. Bon là, on dirait une pub pour l'église, c'est vrai. Mais je te promets que tu vas avoir ta dose de crime. En tout cas, l'église aide vraiment son prochain. D'ailleurs, elle envoie régulièrement de l'argent aux victimes de l'ouragan Katrina. Et quand quelqu'un de la congrégation traverse une période difficile, il sait d'avance que la porte lui sera ouverte. La réputation du couple est impeccable. C'est pas les Balkany. Et elle les même tellement qu'ils en ont fait une marque de fabrique. Forcément, quand ils font la connaissance de Marie, ils n'hésitent pas à lui tendre la main. Ça semble évident qu'elle est dans une mauvaise passe, donc ils lui proposent de s'installer chez eux, le temps qu'elle se remette sur pied. Elle accepte, en disant à ses proches qu'elle a trouvé une famille spirituelle. Jeff lui-même est soulagé pour elle, quand il apprend qu'elle a rejoint une communauté aussi soudée dans la foi. Marie a besoin d'un ancrage, et pour la première fois depuis longtemps, elle semble en avoir un. Ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est que leur geste n'est pas si désintéressé que ça. En réalité, James et Tania essaient d'avoir un enfant depuis des années. Entre fausses couches à répétition et années de traitement contre l'infertilité portée en silence, leur frustration explose loin des regards de la congrégation. Pour eux, Marie n'est donc pas juste une personne de plus à aider. Elle est aussi et surtout une potentielle solution. Et de la charité à l'égoïsme, il n'y a qu'un pas. Marie s'installe officiellement chez James et Tania en octobre 2009. Au départ, tout semble aller pour le mieux. Elle a un emploi dans le café de l'église, une chambre dans la maison du couple, et après s'être tant cherchée, elle est plus que jamais reconnaissante pour tout ça. Sauf que moins d'1 an après son emménagement, quelque chose d'inattendu se produit. En août 2010, Marie quitte la Floride pour l'Arizona et pose ses valises chez les parents de James Flanders, à Sierra Vista. Pourquoi ? Les détails exacts n'ont jamais été rendus publics. Mais la source la plus documentée sur l'affaire a émis une hypothèse assez crédible. À ton avis, qu'est-ce qui a pu se passer ? Normalement, tu devrais avoir ta petite idée. Parce que si tu regardes mes vidéos, tu sais que les ménages à trois, surtout quand il y a un pasteur au milieu de tout ça, ça se termine souvent de la même façon. Pour l'imager, j'aurais pu utiliser l'emoji aubergine. Le cas de Marie et James ne déroge pas à la règle. Tania aurait découvert qu'une relation naissait entre eux et aurait préféré l'éloigner de la maison plutôt que de la mettre dehors. L'envoyer chez les parents de James aurait été une façon de gérer ça, sans faire un scandale. Une situation dont elle va finalement profiter elle aussi, vu que c'est dans l'Arizona que le couple pastoral expose son projet à Marie, au cours de l'été 2010. Voici leur version. Ils veulent un enfant depuis des années, mais les fausses couches de l'épouse du pasteur ont rendu toute grossesse impossible pour elle. Donc James et Tania proposent à Marie d'être leur mère porteuse. Et quand on sait la somme qu'il faut normalement débourser pour en trouver une aux États-Unis, on imagine bien qu'ils ont dû prier très fort pour qu'elle dise oui. Pour info, en 2025, le coût moyen d'une gestation pour autrui aux États-Unis est compris dans une fourchette allant de $100 000 à $150 000. Mais ça peut grimper, jusqu'à $250 000 selon les situations. En 2010, ça se chiffrait environ à 60 000, voire $80 000, ce qui est déjà énorme. Forcément, quand on peut potentiellement économiser autant d'argent, on tente le coup. Et contre toute attente, Marie accepte de porter l'enfant des Flanders, sans réellement savoir dans quoi elle met les pieds. Par contre, il y en a un qui sait exactement dans quoi il va mettre quoi. Parce qu'il se trouve que, contrairement à ce qui se fait dans ces cas-là, à aucun moment la conception du bébé n'est encadrée par un protocole médical. L'insémination n'est pas artificielle, ou même artisanale. Tout est fait à l'ancienne. Le jour J, James et Marie boivent du saké, puis ils couchent ensemble. Tania est elle aussi d'accord pour qu'ils le fassent, vu qu'elle est dans la pièce pendant que son époux a une relation sexuelle avec leur invité. On est loin des messes du dimanche. C'est même plutôt les fesses du dimanche. Bon, si on met de côté l'angle voyeur de la scène, à cet instant, on a un homme qui bénéficie d'une influence notable. Sa femme,
et une personne vulnérable, ivre par-dessus le marché. Une paroissienne qui réside dans la maison des parents de James à des milliers de kilomètres de chez elle. Donc, peut-on vraiment dire que Marie a pu réfléchir à la question dans des conditions acceptables ? Si l'on en croit ce qui s'est passé ensuite, le doute est permis. Et franchement, dans ces conditions, on n'est quand même pas loin d'un viol. Parce que manipuler une personne, puis la faire boire pour coucher avec elle, on est très proche d'avoir atomisé le consentement à ce stade. En décembre 2010, Marie appelle les Flanders. Elle est bel et bien enceinte, mais veut mettre un terme à sa grossesse. Sauf que Tanya n'est pas d'accord. Elle la convainc de ne pas avorter, notamment avec l'aide d'un médecin. Suite à ça, elle s'assure que Marie revienne en Floride, sous son toit, où elle pourra garder un œil sur elle. Surtout l'empêcher de cogiter sur sa grossesse et évidemment continuer à manipuler cette femme pour son propre compte. Au printemps 2011, le ventre de Marie est visible. C'est alors que la machine à mensonges se met en marche. Le couple pastoral étant pleinement conscient que la vérité choquerait pas mal de monde, il y a à présent 2 versions de l'histoire. Celle qu'il raconte à la congrégation, à savoir que Marie a fréquenté un homme violent dans l'Arizona, cet individu l'ayant mise enceinte puis abandonnée, James et Tanya, toujours d'une grande générosité, ont accepté de la recueillir. L'autre version, tout aussi fausse, est celle donnée aux amis proches de Tanya, qui ont juré de garder le secret. On leur dit que Marie est une mère porteuse, et qu'elle porte l'enfant du couple après être tombée enceinte des suites d'une insémination artificielle. Ce qui est totalement faux parce que tu t'en souviens, on était plus proche de la Zumba que d'un protocole médical. Donc 2 mensonges, 2 cercles différents. Et surtout, 2 récits soigneusement calibrés, afin que personne ne remette jamais en question l'éthique douteuse cachée derrière tout ça. Pendant ce temps, James introduit discrètement des versets de l'Ancien Testament dans ses sermons. Des passages qui sous-entendent que la polygamie est acceptable. Encore faut-il qu'ils soient entendus par des gens qui peuvent les interpréter correctement. Et c'est là que ça coince, parce qu'aucun membre de la congrégation ne fait le lien entre ce qu'ils ont sous les yeux et ce que prêche le pasteur, ou aucun d'entre eux ne veut le faire. Quoi qu'il en soit, quand une fête prénatale est organisée à l'église, c'est Tanya qui reçoit tous les honneurs. Sur l'une des photos prises au cours de cette journée, on peut la voir posée avec un ballon gonflé sous sa chemise, le sourire aux lèvres. Marie, elle, se tient debout à côté d'elle. Elle a l'air tout aussi contente. Seulement, entre ce qu'on peut voir sur un cliché et ce qui est vraiment, il y a parfois un monde. Un tableau en apparence parfait, dont la peinture va commencer à craqueler le jour de la venue au monde du bébé tant attendu. Grace voit le jour le 14 juillet 2011. Marie n'a pas accouché à la maternité, mais dans une baignoire gonflable installée dans le salon de la maison de Garnet Vota, une amie proche de Tanya. D'ailleurs, c'est elle qui a joué le rôle de sage-femme. En remarquant au passage qu'en dépit de ce qu'elle affiche, l'épouse de James ne s'entend pas du tout avec Marie. La tension entre les 2 femmes est même palpable. Pourtant, si l'on en croit la version de Tanya, Marie ne trouve rien à redire à leur arrangement. Elles forment une grande famille heureuse et vont élever Grace ensemble. Visiblement, l'enfer c'est pour les autres. Dans un moment de confidence ou peut-être d'arrogance, Tanya finit par lâcher le mot. Elle dit à Garnet qu'elle et Marie sont des sœurs-épouses, ce qui rend désormais limpide le fait que James a une relation polygame avec sa femme et la mère de son enfant. En secret, évidemment. Mais quand Jeff, l'ex de Marie, lui pose la question de son côté, elle s'en tient à la version officielle. Elle lui dit que même si elle vit encore sous le toit du couple Flanders, elle n'a jamais été que leur mère porteuse. Et elle confirme que Grace a été conçue par insémination artificielle. Marie explique qu'elle est partie la veille faire quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, qu'elle ne leur a rien dit, parce qu'ils auraient essayé de la retenir, et qu'elle les aime tous. Quand une dénommée Kay Barber lit le SMS, elle pose son téléphone et répond immédiatement par une seule question. Et Grace, la réponse. Grace est entre de bonnes mains. Elle est avec Tanya et James. En lisant ces 3 derniers mots, Kay bloque pendant un instant Tanya et James. Depuis 2 ans, dans chaque message qu'elles se sont envoyés, Marie lui a dit James et Tanya. Elle a toujours écrit James en premier. Et il n'y a jamais eu aucune exception à ça. Pour beaucoup de gens, c'est un détail ridicule, qui ne voudrait peut-être rien dire. Mais Kay a rencontré Marie quand elle avait 18 ans. Elle l'a recueillie à l'époque et fait office de figure maternelle pour elle depuis. Donc elle connaît sa manière d'écrire. Et ça, là, c'est clairement pas la sienne. Esta non plus ne croit pas à l'authenticité de ce SMS. Elle aussi connaît Marie par cœur. 4 jours auparavant, elle a passé sa journée avec elle, sans qu'elle ne lui fasse mention d'un éventuel départ,
ni d'aucun projet. En plus, Marie allait toujours Grace. À aucun moment, elle n'a eu le comportement de quelqu'un capable d'envoyer un message groupé à ses proches avant de disparaître en abandonnant sa fille. Le 21 octobre, James part faire un tour dans la ville à la recherche de Marie et repère sa voiture sur le parking des stationnements longue durée de l'aéroport. Pour éviter qu'elle ne paie plus de frais à son retour, il décide de ramener le véhicule devant chez lui. Ensuite, il prévient les enquêteurs et leur remet le reçu de stationnement. Le bout de papier indique que la voiture de Marie a été laissée sur le parking le 18 octobre, la veille de l'envoi du SMS groupé. Pour en savoir plus, les policiers discutent un moment avec les Flanders. Quand il parle à James, il est calme, coopératif et semble attristé. Il parle de la bipolarité de Marie, de ses sautes d'humeur et du fait qu'elle est déjà partie de manière impulsive par le passé. Il dit aussi avoir un ami au bureau du shérif qui s'occupera du signalement si nécessaire. James soutient que la dernière fois qu'il a vu Marie, c'était le 17 octobre, 4 jours avant d'avoir découvert sa voiture sur le parking. Ce jour-là, il a fait croire à tout le monde qu'il était malade, pour rester à la maison et s'occuper de Grace. Il a envoyé Marie faire du shopping vers 9h30 ou 10h du matin. James précise qu'au moment où elle est rentrée, quelques heures plus tard, elle est allée directement dans sa chambre faire une sieste. Elle avait l'air déprimée. En gros, il était évident qu'elle n'allait pas très bien. Selon le pasteur, Tanya est revenue de l'église en fin d'après-midi. Mais elle est rapidement repartie faire des courses à Destin, en emmenant Grace, pour que Marie puisse rester au calme. James affirme que c'est après leur départ qu'il a eu une conversation avec celle-ci, dans la cuisine, vers 18 ou 19h. Ensuite, il est sorti courir, mais quand il est rentré, Marie n'était plus là, et sa voiture non plus. Première incohérence, une voisine des Flanders soutient que son véhicule était encore garé devant la maison le soir du 17 octobre. Autrement dit, quelqu'un l'a conduit à l'aéroport le 18. Mais si Marie était déjà partie à ce moment-là, cette personne ne peut pas l'avoir amenée. Et surtout, où est-elle depuis ? Le 24 octobre, Jeff Carlson compose le numéro du bureau du shérif du comté d'Okaloosa, depuis le Kentucky. Il tient à dire aux enquêteurs que son ex-femme ne partirait jamais sans appeler Paris d'abord. Quoi qu'il arrive, elle aurait prévenu leur fille, avec qui elle a toujours entretenu des contacts réguliers. C'est bien noté. Mais si une enquête pour disparition est ouverte rapidement, elle piétine quasiment directement. Les comptes de Marie n'ont pas bougé depuis le 17 octobre. Elle n'a acheté aucun billet d'avion et n'a loué aucune voiture. Les analyses des données des tours cellulaires sont formelles. Son téléphone n'a jamais quitté Fort Walton Beach. Quant à ses affaires, elles sont toujours dans sa chambre, chez les Flanders. En résumé, tout est là, sauf Marie. Mais les enquêteurs n'ont aucune piste solide vers laquelle partir. Moi, je commence à avoir ma petite idée. Pendant ce temps, la congrégation de James se mure dans le silence. Une vraie omerta. Les rumeurs qui circulent depuis des mois sur la vraie nature de l'arrangement, les versets sur la polygamie glissés dans les sermons, ou même ce que savent les amis de Tanya, rien de tout ça n'est remonté aux autorités. Parce que dans cette communauté soudée autour de son pasteur charismatique, on parle pas à la police de ce qu'on a vu dans le salon. Et puis, imagine les dossiers qu'il doit avoir sur les paroissiens. Contre toute attente, c'est finalement le pasteur lui-même qui adopte une curieuse attitude. Quelques jours après la disparition de Marie, il va voir l'un de ses amis, visiblement au bord du gouffre. Il dit qu'il a besoin qu'on l'aide à quitter le pays. L'homme est médecin et comprend immédiatement que James est en détresse psychologique. Donc il le fait admettre en psychiatrie sous le Baker Act. Le Baker Act, c'est une procédure d'urgence pour les personnes qui présentent un danger imminent pour elles-mêmes ou autrui. Il reste interné 10 jours. 10 jours durant lesquels Jason Anderson, le pasteur jeunesse de l'église, assure les services à sa place. Et 3 mois après la disparition de Marie, en janvier 2012, les Flanders quittent Fort Walton Beach en pleine nuit. Ils chargent leurs affaires dans leur voiture sans prévenir personne et partent dans l'Arizona avec Grace. Ils informent pas les enquêteurs, éteignent les lumières de leur maison du 714 River Avenue et quittent les lieux dans le noir. La disparition de Marie devient donc une affaire non résolue. En 2013, James dépose une requête auprès du tribunal pour faire résilier les droits parentaux de la mère de Grace, invoquant son absence prolongée. Pour ça, il signe des documents officiels attestant que les coordonnées de Marie sont inconnues et qu'il n'a eu aucun contact avec elle depuis près de 2 ans. Résultat, il obtient la garde exclusive de Grace en octobre de la même année. Marie, quant à elle, est toujours portée disparue, et rien ne semble pouvoir faire bouger l'enquête. Mais ça, c'était sans compter sur une émission de télévision, qui va décider que le destin de cette affaire ne sera pas les oubliettes. La solution à tout ce mystère va remonter d'un coup.
Durant 4 ans, le dossier lié à la disparition de Mary Carlson dort dans un tiroir des bureaux du shérif du comté d'Okaloosa. Il prend la poussière et des miettes de donuts. Mary n'a pas refait surface, mais sans corps, ou la moindre preuve formelle qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, les enquêteurs sont dans une impasse. Finalement, ce qui va faire bouger les choses, c'est pas une nouvelle technologie, un témoin qui se réveille, ou un brave policier qui décide de faire des heures supplémentaires. Non, c'est une émission de télévision. Cold Justice est diffusée sur TNT depuis 2013, et elle est produite par Dick Wolf. Le principe est simple. Une ex-procureure du Texas, Kelly Sigler, et une ex-investigatrice de scènes de crime de Las Vegas, Yolanda McCleary, se rendent dans des petites villes américaines. Leur but est de rouvrir des dossiers d'affaires non élucidés, que les forces de l'ordre local ne peuvent plus traiter, faute de ressources ou de pistes. Et parfois, faute de motivation aussi, on va pas se mentir. Et c'est pas du divertissement pur, parce que les arrestations qui suivent leurs épisodes sont réelles. Ce serait plus des investigations en mode télé-réalité. Le bruit strident des candidats qui parlent en moins. Début 2015, l'équipe débarque à Fort Walton Beach et commence à travailler avec le bureau du shérif du comté d'Okaloosa. La première chose qu'ils font, c'est d'appeler un expert en téléphonie cellulaire. Quelqu'un qui sait analyser les données de tours relais afin de reconstruire la trajectoire d'un téléphone dans l'espace et le temps. Et les conclusions qu'il tire parlent d'elles-mêmes. Le 19 octobre 2011, quand le SMS groupé est envoyé depuis le téléphone de Mary, l'appareil borne au même endroit que celui de James, sur une tour cellulaire qui se trouve à 2 blocs de l'ancienne maison des Flanders. Et le jour où la voiture de Mary est abandonnée sur le parking de l'aéroport, le téléphone de James borne justement là-bas. Or, ni lui ni Tanya n'ont jamais mentionné ça aux enquêteurs. Bon, je vous le dis honnêtement, je trouve ça abusé qu'il ait fallu une émission de télé pour découvrir ça. Évitez de vous faire tuer en Floride. Cold Justice réussit également quelque chose de bien plus révélateur. Faire parler les gens. Certains membres de la congrégation de la cavalerie Emerald Coast Church décident de raconter ce qu'ils savent pour la première fois devant les caméras de l'émission. Ces mêmes personnes, qui n'ont rien dit aux autorités pendant 4 ans, retrouvent miraculeusement la mémoire en 2015. Peut-être parce qu'après des années sans nouvelles de Mary, certains ont de sérieux doutes concernant la version donnée par leur ancien pasteur. Quoi qu'il en soit, tous affirment que le soir du 17 octobre 2011, il y a eu une altercation physique entre James et la mère de sa fille. Ce soir-là, il est rentré avec des égratignures sur le bras, des marques d'ongles. En fait, Jason Anderson et d'autres responsables de l'église les ont directement confrontés, Tanya et lui, quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique. C'est dans ce huis clos que le pasteur a admis qu'il dormait avec 2 femmes sous le même toit, et qu'il avait effectivement eu une altercation physique avec Mary, avant sa disparition. Cela dit, il a insisté sur le fait qu'elle était encore en vie la dernière fois qu'il l'a vue. Cet épisode de Cold Justice, qui porte sur l'affaire, est diffusé sur TNT le 17 avril 2015. Les proches de Mary et toute la communauté de Fort Walton Beach le regardent. 3 semaines plus tard, le 5 mai 2015, un mandat d'arrêt pour meurtre est signé par un juge. Le 14 mai, une cellule spéciale des US Marshals, accompagnée des autorités de l'État d'Arizona et d'enquêteurs de Fort Walton Beach, se rend à Cochise, dans l'Arizona, un coin de désert à environ 1h30 à l'est de Tucson. C'est là que James et Tanya vivent depuis 3 ans et demi avec Grace. Quand les véhicules entrent dans l'allée, l'homme est déjà dehors et il ne résiste pas. Il est arrêté sans incident à 2600 km de la maison de laquelle Mary n'est probablement jamais sortie. Le 27 avril 2016, James sort de prison pour quelques heures, accompagné d'une équipe complète et de son avocat. Il monte dans un véhicule, indique la route et conduit tout ce petit monde au 750 River Avenue à Fort Walton Beach. James entre dans ce qui était autrefois son jardin, s'arrête, puis sort des petits drapeaux de sa poche et les plante dans la terre, en s'effondrant au sol en larmes. L'homme s'excuse et dit que c'est là. Un moment qu'un enquêteur qualifie ouvertement de pure mise en scène. Le lendemain matin, 4 agences sont représentées sur les lieux après l'obtention d'un mandat de perquisition. Un anthropologue judiciaire est également appelé sur place. Après son arrivée, les équipes commencent à creuser, mais pas avec des pelleteuses. Elles utilisent des outils de précision, parce que chaque centimètre cube de cette terre peut révéler une preuve. Les fouilles se poursuivent durant des heures dans la chaleur floridienne, jusqu'à atteindre près d'1,50 m de profondeur. Et ce qui reste de Mary, son cadavre est découvert, enveloppé dans une couverture. L'identification est confirmée quelques jours plus tard grâce à des relevés dentaires. Si jamais tu l'ignores, on peut t'identifier grâce à tes dents ou ta mâchoire en comparant le dossier qui est chez ton dentiste avec
ton cadavre. Maintenant que le corps de Marie a été découvert, James va pas trop avoir le choix que de parler. D'après lui, le 17 octobre 2011, il dit à la victime qu'elle doit être hospitalisée pour sa dépression. Mais c'est elle qui craque en premier. Elle se jette sur lui et l'attaque. Pour la calmer, il lui passe les bras autour du corps, une étreinte serrée, pendant laquelle ils tombent tous les deux. James ne se rend compte de rien, mais quand il relève la tête, Marie ne respire plus. À en croire ses mots, c'était donc un accident, une tragédie. Sauf qu'au moment d'être interrogé par un psychiatre, dans le cadre de l'enquête, il parle d'une clé d'étranglement. Deux versions qui diffèrent, mais décrivent la même chose. Un pasteur s'est grassement servi d'une femme vulnérable pour avoir un enfant, puis l'a tuée quand elle a exprimé le désir de quitter la maison avec leur fille. En plus, il y a un détail que James ne conteste pas. Quel que soit le scénario qu'il présente, après avoir constaté que Marie était morte, il n'a pas appelé le 911 pour avoir de l'aide. Il a directement pris une pelle pour l'enterrer. On est plus proche de Jeffrey Dahmer que du bon samaritain. La négociation qui a conduit les enquêteurs jusqu'au corps de Marie révèle d'ailleurs quel genre d'homme est James, vu qu'il a utilisé ses restes comme monnaie d'échange. Il a refusé de parler tant qu'on ne lui a pas garanti qu'il bénéficierait d'une peine réduite. Le bureau du procureur et les proches de la victime se sont vus obligés d'accepter cette condition parce que sans corps, il n'y aurait pas eu de procès solide, voire pas de procès du tout. Et sans procès, le meurtrier aurait pu ne jamais être condamné pour ses crimes. Le 19 juillet 2016, au tribunal, James Flanders se lève devant le juge. Il prend la parole pour dire qu'il n'aurait jamais imaginé avoir en lui la capacité de faillir et de tomber de la façon dont il l'a fait, qu'il faudrait un miracle divin pour qu'il se pardonne, et que toute sa vie a été un horrible mensonge. Le juge prononce ensuite la peine maximale prévue par un accord de plaidoyer pour homicide involontaire, 15 ans d'emprisonnement. D'abord inculpé pour meurtre au second degré, James n'a finalement pris que 15 ans pour avoir étranglé une jeune femme dans sa cuisine et avoir fait croire à sa disparition. La préméditation n'a pas été retenue. Tandis que le corps de Marie se décomposait dans son jardin, il a tranquillement continué sa vie pendant 4 ans, en élevant Grace comme si de rien n'était. Actuellement, il purge sa peine au Madison Correctional Institution en Floride et sera libéré en 2029, à l'âge d'environ 60 ans. Tanya Flanders, quant à elle, n'a jamais été inculpée. Selon ses avocats, elle ignorait ce que son mari avait fait. Et ce que savent les enquêteurs, comme ce que montrent les preuves, ne suffit pas à constituer un dossier pénal contre elle. Aujourd'hui, c'est elle qui élève Grace. Elle vit dans l'Arizona avec elle, ce même état où les Flanders se sont enfuis 3 mois après le meurtre de Marie. Difficile à croire que Tanya n'était informée de rien du tout. La famille de la victime s'est pourtant battue pour la garde de l'enfant. Elle a épuisé tous les recours légaux disponibles, mais n'a réussi à obtenir que des visites à distance par écran interposé. Une maigre victoire, qui agace quand même énormément Tanya. Jeff le dit mot pour mot. Tanya estime que les proches de Marie ne devraient même pas avoir droit à ça. Mary Carlson voulait prendre un nouveau départ, mais si elle a cru avoir trouvé son havre de paix au 714 River Avenue, cette maison n'a finalement été qu'un tombeau, dont les portes se sont refermées sur elle. Tristement, c'est pas la seule à s'être fait avoir par un pasteur. D'ailleurs, il y a un autre exemple, c'est l'affaire Bill Guthrie que je t'ai raconté ici. C'était bien grave comme cas aussi. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner. Bye.